Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans toute l'actualité de votre dimanche 23 mai 2021, dont voici les titres. Tout d'abord, en Italie, ce que l'on sait de la chute du téléphérique qui a fait 13 morts selon le bilan définitif. Un dramatique accident qui secoue toute l'Italie ce dimanche, une cabine de téléphérique a chuté, tuant 13 personnes et blessant gravement 2 enfants en début d'après-midi à Stresa, une station balnéaire située dans le nord de l'Italie. Dans un premier temps, le bilan annoncé par les autorités a fait état de 8, puis de 9 morts. Autre titre dans l'actualité de ce dimanche, Matteo, Marjorie, Alicia, les règlements de compte entre mineurs se multiplient. Il s'appelait Matteo et avait 17 ans, ou Marjorie, 15 ans, ou encore Alicia, 14 ans. Depuis quelques mois, les violences entre mineurs se multiplient en région parisienne. Les réseaux sociaux sont pointés du doigt dans cette montée inquiétante de la violence chez les jeunes. Également dans l'actualité de ce dimanche, youtubeur, passe culture, comment Macron part à l'assaut de l'électorat jeune. Des éléments avaient été savagement distillés avant sa mise en ligne ce dimanche à 10h précise. Emmanuel Macron s'est prêté au jeu d'un concours d'anecdotes dans une vidéo longue de 36 minutes avec les youtubeurs McFly et Carlito. Résultat de la compétition, match nul et un gage pour chacun. Troisième déconfinement en France, cette fois-ci, est-ce la bonne ? La France a entamé la phase 2 du déconfinement, marquée notamment par la réouverture des terrasses. Au gouvernement, Olivier Véran comme Bruno Le Maire ont exprimé le souhait que le confinement qui s'achève soit le dernier. Mais si la campagne de vaccination est source d'espoir, les scientifiques mettent en garde contre la possibilité d'une 4e vague. Comment lutter contre l'angoisse liée au déconfinement ? Si beaucoup se sont rués dans les restaurants, les bars, les cinémas, les musées ou encore les magasins dès leur réouverture, pour certains Français, le déconfinement est une source d'angoisse. Après un 3e confinement, il peut être difficile de reprendre une vie sociale saine alors que l'épidémie n'est pas terminée. L'Eurovision 2021, je suis hyper heureuse et hyper fière, se réjouit Barbara Pravi, arrivée en 2e position. Depuis samedi soir, Barbara Pravi est sur un petit nuage avec son titre Voilà. Elle a réussi l'exploit d'offrir à la France une 2e place à l'Eurovision, une première depuis 30 ans. Sur Twitter, Emmanuel Macron a félicité la chanteuse pour avoir accompli ce rêve fou de faire briller la France à l'Eurovision. Autre titre à Paris, maintenant, un homme en garde à vue pour un viol filmé par des riverains. Un homme a été placé en garde à vue après le viol d'une femme vendredi soir dans le 19e arrondissement de Paris. Il a été filmé par des riverains du quartier. La place de Stalingrad et ses alentours sont gangrénés par le trafic de crack et les nuisances. Toujours dans le Covid-19, faut-il s'attendre à une reprise épidémique liée à un variant anglais cet été ? Des éclaircies à l'horizon, alors que la France a entamé cette semaine la 2e étape de son déconfinement, avec notamment les réouvertures des terrasses, des musées, des cinémas et des commerces non essentiels. Les perspectives pour la période estivale s'annoncent plutôt encourageantes. Ce samedi, l'Institut Pasteur se dit confiant face à l'été qui vient. La BBC qui s'excuse d'avoir menti à Lady Diana pour obtenir l'interview explosive de 1995. La famille royale britannique se déchire depuis des années sous l'œil des médias. Lady Diana avait lâché une bombe lors d'un entretien à la BBC en 1995 en admettant que le prince Charles entretenait une relation extra-conjugale. Des années plus tard, on apprend que des documents ont été falsifiés pour obtenir cette interview. Enfin, l'Eurovision 2021, le groupe Maneskin qui se défend, accusé d'avoir pris de la drogue pendant la finale de cette Eurovision 2021. La France et sa représentante Barbara Pravi ont loupé de peu la première marche du podium de l'Eurovision samedi soir à Rotterdam. À peine victorieux, le groupe italien Maneskin est déjà dans la polémique après des images montrant un membre du groupe qui semble se pencher pour renifler quelque chose. Mais c'était quoi ? Est-ce vraiment de la cocaïne ? C'est la grande question qui est sur toutes les lèvres des Européens actuellement. Voilà pour la une, bienvenue dans toute l'actualité de votre dimanche 23 mai 2021. Et on commence tout d'abord à la une avec en Italie ce que l'on sait de la chute du téléphérique qui a fait au moins 13 morts et 2 blessés graves. Une cabine est tombée ce dimanche à Stresa, à 100 mètres de l'arrivée du parcours, probablement à cause de la rupture d'un câble. Des explications signées Le Parisien. Un dramatique accident qui secoue toute l'Italie ce dimanche. Une cabine de téléphérique a chuté, tuant 13 personnes et en blessant gravement 2 enfants en début d'après-midi à Stresa. Une station balnéaire située dans le Piémont, sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie.
Selon un communiqué du ministère des Infrastructures, cet accident est survenu vers 12h30 à 100 mètres de la station du sommet et serait dû à la rupture d'un câble sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine. À l'intérieur se trouvaient 15 personnes, selon le quotidien italien Corriere della Sera, qui évoque une capacité maximale de 35 personnes et fait état d'opérations de sauvetage rendues compliquées par la zone où est tombée la cabine, difficilement accessible pour les secouristes. 2 enfants grièvement blessés. Dans un premier temps, le bilan annoncé par les autorités a fait état de 8, puis de 9 et 12 morts. Il s'est avéré définitif peu avant 17h. Le bilan définitif du tragique accident est de 13 victimes et 2 blessés graves héliportés à Turin, ont indiqué les secours alpins sur leur compte Twitter. Parmi les victimes pourraient se trouver des touristes allemands, selon Matteo Gasparini, le responsable du sauvetage en montagne dans la province de Verbania, interrogé par le journal La Stampa. 2 enfants ont également été hospitalisés. Les 2 blessés ont été transportés en urgence absolue à l'hôpital pédiatrique Regina Margherita de Turin, a précisé Walter Milan, un porte-parole des secours, indiquant qu'il s'agissait de 2 enfants âgés de 9 et 5 ans. Selon le Corriere della Sera, le plus jeune souffrirait de fractures aux jambes mais serait conscient, tandis que l'autre se trouve dans un service de réanimation dans un état inquiétant. Des images des pompiers montrent les débris de la cabine dans une zone boisée, avec une forte inclinaison. Le Corriere indique aussi qu'un véhicule de pompiers qui tentait d'accéder au site s'est renversé, sans toutefois faire de blessés. Le téléphérique prisé des touristes relie en 20 minutes le village d'Estresa au mont Metarone, qui, culminant à près de 1500 mètres, offre une vue spectaculaire sur les Alpes. Il a été fermé entre 2014 et 2016 pour les travaux de maintenance et a rouvert le 24 avril dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Le ministre des Infrastructures Enrico Giovannini a annoncé dans la journée la création d'une commission d'enquête afin de faire la lumière sur ce drame. Bien sûr, c'est un événement dramatique que nous suivons avec la plus grande attention, a-t-il déclaré, ajoutant que ses pensées vont aux personnes impliquées. Le ministre a entamé des démarches pour mettre en place une commission et initier des contrôles sur les maintenances effectuées sur ce téléphérique, a-t-il déclaré à la chaîne italienne TG1. Voilà pour ce drame, évidemment, en Italie. Voilà, 13 victimes et de blessés. Voilà, c'est quelque chose d'assez dramatique aujourd'hui qui se passe en Italie. Autre titre qui se passe désormais en France. Matteo, Marjorie, Alisha. Les règlements de compte entre mineurs se multiplient. Ce week-end, plusieurs rassemblements sont organisés en région parisienne en hommage à des adolescents victimes de violences. Du côté des parents, l'inquiétude monte et le rôle des réseaux sociaux est pointé du doigt. La mairie de la ville d'Ivry, où a été tuée le 14 mai Marjorie, 17 ans, va mettre en place des sessions de prévention dans les écoles primaires. Un reportage signé Europe 1. Il s'appelait Matteo, il avait 17 ans, et il a été tué d'un coup de couteau la semaine dernière à Champigny-sur-Marne. Une marche blanche est organisée dimanche après-midi dans cette ville du Val-de-Marne pour lui rendre hommage. Un cas qui rappelle celui de Marjorie, 17 ans, tuée dans des circonstances similaires à Ivry, une autre ville du département. Pour elle, c'était samedi qu'un hommage était rendu. Début mars, c'est Alisha, une adolescente de 14 ans, qui a été violemment frappée par 2 jeunes et jetée à la Seine, à Argenteuil. Ces 3 cas reprochés illustrent une montée inquiétante de la violence chez les mineurs. Pendant l'hommage rendu à sa petite sœur Marjorie samedi, Cynthia a rappelé que les homicides de jeunes mineurs se sont multipliés ces derniers mois. Nous ne sommes pas seuls et nous devons tous faire pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. Mobilisons-nous, a-t-elle lancé devant son micro. Une angoisse pour Delphine, maman de 2 collégiens, venue assister à ce rassemblement. Bon, on n'est pas toujours assuré de les savoir dehors, même s'il ne se passe rien. Aujourd'hui, ça devient encore plus compliqué. Estime cette mère de famille auprès d'Europe 1. La cible est toute trouvée pour Claire. Les réseaux sociaux où la violence se banalise. Elle a tenu à venir à l'hommage rendu à Marjorie avec sa jeune fille de 11 ans pour la sensibiliser au problème. C'est très important, je pense que beaucoup de parents sont venus avec leurs enfants. Il faut leur rappeler de faire très attention sur les réseaux sociaux parce que c'est dangereux. Même axe de bataille pour la ville d'Ivry. Nous avons décidé avec les médiateurs et médiatrices de mettre en place à partir de septembre de la prévention pour les élèves de CM2. Explique à Europe 1 Sarah Mistein, adjointe au maire, de la prévention de l'école primaire pour qu'il n'y ait plus jamais de Marjorie, d'Alisha ou encore de Matteo.
Voilà pour ces informations très dramatiques qui se passent en France. On espère que ça se réglera assez vite. Youtubeur Passe Culture, comment Macron part à l'assaut de l'électorat jeune, des éléments avaient été savamment distillés avant sa mise en ligne ce dimanche à 10h, précise. Emmanuel Macron s'est prêté au jeu d'un concours d'anecdotes dans une vidéo longue de 36 minutes avec les youtubeurs McFly et Carlito. Résultat de la compétition, un match nul et un gage pour chacun. Des explications de BFM TV. Une opération de communication bien huilée qui n'hésite pas à faire entrer en scène une des idoles des jeunes. Le footballeur Kylian Mbappé. Le tout avec un ton décontracté qui contraste avec le décor pompeux du palais de l'Élysée. Ses lustres à pampilles et autres dorures avant un concert privé du groupe de métal Ultra Vomi dans les jardins du château. La séquence fait suite au défi lancé en février dernier par le chef de l'État aux 2 youtubeurs qui était de susciter 10 millions de vues avec une vidéo promouvant le respect des gestes barrières. L'opération s'inscrit dans une plus large stratégie de séduction assumée à l'égard des jeunes et la période le permet depuis peu. L'actualité, morose et indexée depuis de longs mois sur la crise sanitaire, en trouve une petite fenêtre à la faveur d'un nouvel allègement des restrictions sanitaires. Depuis mercredi, terrasses et lieux de culture renouent avec le public et le couvre-feu est passé de 19 à 21h. Emmanuel Macron ne s'est d'ailleurs pas privé de se mettre en scène lors de cette réouverture tant attendue. D'abord mercredi matin, attablé en terrasse non loin de l'Élysée avec son Premier ministre Jean Castex, puis vendredi, en début de soirée, à Nevers, dans la Nièvre, avec un spritz. Je sais pas lire. C'est incroyable, c'est formidable. Le président de la République et l'ensemble du gouvernement est absolument mobilisé pour la jeunesse, a-t-elle assuré Sarah El Haïry dimanche, là où tous les jeunes, assumant le fait d'aller là où tous les jeunes sont. Cela recouvre donc aussi les réseaux sociaux, et notamment TikTok, où Emmanuel Macron a promu cette semaine sa généralisation du pass culture de 300 €, octroyé désormais à tous les jeunes de 18 ans. Une allocation taillée sur mesure pour ce public ciblé, mais c'est aussi le média en ligne brut auquel le locataire de l'Élysée avait accordé un long entretien en décembre dernier. Des opérations qui convergent vers un but, capter l'attention des jeunes qui ne regardent pas forcément les allocutions présidentielles, voire se désintéressant de la matière. Emmanuel Macron est déjà en réalité à un niveau assez élevé chez les jeunes, 30% d'intention de vote dans le dernier sondage Elab mi-avril pour BFM TV. Conclusion, cette vidéo du jour ne vise pas seulement les jeunes, elle vise aussi leurs parents qui vont la regarder et qui, Emmanuel Macron, envoie ce message subliminal. Regardez, je m'occupe de vos enfants. Analyse l'éditorialiste. Dans un sondage IFOP pour le journal du dimanche publié ce jour, Emmanuel Macron enregistre un regain de popularité avec une progression particulière chez les jeunes. 40% des Français se disent globalement satisfaits de l'action du chef de l'État. Chez les plus jeunes, sa cote s'établit à 51% chez les 18-24 ans, soit une augmentation de 8 points par rapport au mois d'avril. Il est malin, le président, il est malin, et il prévoit déjà cette élection 2022. Excellent. Troisième déconfinement en France, cette fois-ci, c'est la bonne, peut-être, c'est la grande question qu'on se pose. La France a entamé la phase 2 du confinement, marquée notamment par la réouverture des terrasses. Au gouvernement, Olivier Véran, comme Bruno Le Maire, ont exprimé le souhait que le confinement qui s'achève soit le dernier. Mais si la campagne de vaccination est source d'espoir, les scientifiques mettent en garde contre la possibilité d'une 4e vague. Et oui, c'est là qu'on se pose cette question. Va-t-elle se produire, cette 4e vague ? Des explications signées Hubdet. Réouverture des terrasses, des cinémas, des musées, des magasins non essentiels. Passage du couvre-feu de 19h à 21h. Cette semaine, un parfum de liberté s'est mis à flotter en France, accompagné d'un vent d'optimisme. Attablé à un café parisien, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est réjoui mercredi de cette nouvelle étape du déconfinement. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. A-t-il confié ? 2 jours plus tôt, c'est Olivier Véran qui déclarait sur BFM TV « Nous ne voulons pas refermer quoi que ce soit dans notre pays, nous voulons rouvrir pour de bon. » Après plus d'1 an de crise sanitaire, est-ce enfin le bout du tunnel ? L'expérience nous a appris que déconfinement ne voulait pas dire retour à la normale et que l'allègement des restrictions pouvait être de courte durée. La première vague a été suivie d'une 2e, puis d'une 3e, chacune avec, dans son sillage, son lot de désillusions.
Preuve cependant que la confiance en des jours meilleurs est plus grande actuellement qu'elle ne l'était cet hiver. Cette fois, les restaurants et les musées peuvent rouvrir leurs portes et même les salles de sport ont une date de reprise. Après le confinement de décembre, la situation était encore trop fragile pour une telle levée des mesures. À cette époque, pas grand monde ne croyait d'ailleurs réellement pouvoir échapper à une nouvelle mise sous cloche. Aujourd'hui, les restrictions peuvent être levées car les indicateurs sont au vert. Le taux d'incidence, nombre de cas pour 100 000 habitants, est passé d'un pic à 410 mi-avril à 140. 6 départements sont passés sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. Les 2 départements Corse, le Gers, la Charente-Maritime, la Martinique et Mayotte. Le nombre de personnes à l'hôpital en raison du Covid-19 diminue progressivement, et aussi, y compris en réanimation, où le nombre de patients est de nouveau inférieur à 4000. La vaccination change la donne. Les variants aussi. On le sait néanmoins, ces indicateurs peuvent repartir à la hausse rapidement et seront surveillés comme le lait sur le feu dans les semaines à venir. Mais s'il est permis d'espérer que le confinement qui s'achève soit le dernier, c'est parce que la vaccination progresse. Or, cette vaccination change la donne selon les mots d'Olivier Véran. Après des lenteurs au démarrage, le rythme des injections quotidiennes a fini par s'accélérer. Mardi soir, à la veille du déconfinement, 21 millions de personnes en France avaient reçu une première injection, soit près d'un tiers de la population totale, 31,5%. Plus de 9 millions de personnes sont complètement vaccinées avec 2 doses, environ 14% de la population totale. Comme l'explique l'épidémiologiste Pascal Crépet à Marianne, le fait d'avoir 20 millions de personnes vaccinées induit un risque quasi nul pour ces populations de se retrouver à l'hôpital. C'est un élément important qui permet de mieux contrôler l'épidémie. Autre titre dans l'actualité de ce dimanche, comment lutter contre l'angoisse liée au déconfinement. Pour certains Français, le déconfinement est une source d'angoisse. Valérie Singler, psychanalyste, donne ses conseils pour retrouver une vie sociale apaisée. Des explications signées Le Point. Terrasse, cinéma, centres commerciaux. Si pour certains le jour du mercredi 19 mai est déjà réservé dans l'agenda depuis plusieurs semaines, pour d'autres, cette date représentait une source d'angoisse. En effet, certains Français vivent cette nouvelle étape du déconfinement comme une épreuve et ressentent une peur de sortir de leur enfermement. Un phénomène qui porte même un nom, le syndrome de la cabane ou de l'escargot. Un syndrome qui n'est pas né avec la crise sanitaire actuelle. Si ce phénomène ne portait pas le même nom, cette idée de la peur du retour à la civilisation nord-américain, ce phénomène ne portait pas le même nom. Cette idée de la peur du retour à la civilisation était déjà présente chez les chercheurs nord-américains qui angoissaient l'idée de se retrouver avec leur or au contact de nombreuses personnes auprès des mois d'isolement. Cette crainte était également présente chez les gardiens de phare, précise Valérie Singler, psychanalyste à Paris, et Saint-Mandé. Après des confinements successifs, la généralisation du télétravail, la mise en place du couvre-feu ou l'enseignement à distance, la crise sanitaire a accentué la propension de certains de se replier sur eux-mêmes. Alors ce retour à une vie presque normale est vu par certains comme une confrontation inquiétante au nouveau monde, après des mois d'isolement forcé, chacun chez soi. C'est ressentir une petite appréhension de devoir trouver de nouvelles ressources pour aller vers l'extérieur reste un sentiment normal. Une peur paralysante de sortir doit, elle, être prise au sérieux. Le fait de retourner peu à peu à l'extérieur s'apparente à une naissance, comme un nouveau-né sort du calme de l'utérus de sa maman. Une personne confinée dans le calme de sa maison retrouve la violence de l'extérieur. Avant de franchir le pas de la porte, ces personnes ont peur, mal au ventre, chaud, froid, etc. Les symptômes d'une naissance douloureuse, compare Valérie Singler. Il ne faut pas se brusquer. Mais pour elle, ceux qui souffrent de ce syndrome de la cabane sont des personnes qui avaient déjà des failles, un manque de confiance, un terrain anxieux ou dépressif. Les personnes équilibrent et préfèrent le contact humain à l'isolement et aux relations par écran interposé. Ressentir cette angoisse est le signe d'un mal-être. Pour reprendre goût à cette liberté retrouvée, il faut y aller progressivement, sans se brusquer, conseille la psychanalyste. Il faut y aller pas à pas. Une fois que la prise de conscience de ce mal-être a eu lieu, il est important de consulter pour mettre en place un cercle vertueux. Ensuite, pas question de se brusquer, il faut avancer par étapes. Un jour, sortez acheter le pain, le lendemain, promenez-vous un peu plus loin, puis allez dans un parc avant de prendre les transports et de fréquenter des lieux bondés comme les magasins. Il faut affronter les foules progressivement. Et pour retrouver une certaine sérénité, Valérie Singler recommande également de prendre le temps de méditer, de s'imaginer dans une protectrice
où ne passe que ce qui est bon pour nous, tandis que ce qui est mauvais vient se cogner aux parois et de s'apaiser en respirant calmement grâce à la cohérence cardiaque. Dernier conseil, n'hésitez pas à demander à un ami de vous accompagner lors de vos premières sorties, lors de vos premières sorties pour vous rassurer. Et voilà, je pense que vous allez être moins stressé pour ce déconfinement. C'est formidable. On part maintenant aux Pays-Bas. Et oui, l'Eurovision 2021, je suis hyper heureuse et hyper fière, se réjouit Barbara Pravi arrivée en deuxième. Depuis samedi soir, Barbara Pravi est sur un petit nuage avec son titre Voilà. Elle a réussi l'exploit d'offrir à la France une deuxième place à l'Eurovision, une première depuis 30 ans. Sur Twitter, Emmanuel Macron a félicité la chanteuse pour avoir accompli ce rêve fou de faire briller la France à l'Eurovision. Des explications signées BFM TV. La candidate française à l'Eurovision a frôlé l'exploit hier soir à Rotterdam, terminant deuxième du concours. Une place qui n'avait pas occupé la France depuis 1991. Elle est fière, et elle peut l'être. Barbara Pravi s'est classée deuxième de l'Eurovision cette nuit à Rotterdam, une place que la France n'avait pas atteinte depuis Amina en 1991, avec le dernier qui a parlé. Je suis hyper heureux, je suis hyper fier, ça fait des années que la France n'a pas été deuxième, a déclaré Barbara Pravi cette nuit au micro de BFM TV. Je suis hyper fier de moi, je suis hyper fier du travail que j'ai fait. Évidemment que quand on vient, on vient pour gagner, on est très heureux quand on repart premier, mais deuxième c'est une place incroyable et surtout moi, je suis tellement fier de la prestation que j'ai faite. Emmanuel Macron a félicité la candidate pour avoir accompli ce rêve fou de faire briller la France à l'Eurovision, ajoutant ce soir, c'est aussi le rêve fou de pouvoir de nouveau vibrer, ensemble, en européen. La candidate a été devancée de 25 points par les Italiens du groupe Maneskin. C'est donc l'Italie qui remporte la mise cette année avec un titre très rock et un brin de provoque. Et surtout, une polémique qui ne cesse d'enfler. Le chanteur du groupe, Damiano David, a-t-il été vu à l'écran en train de sniffer un rail de cocaïne ? C'est la grande question polémique et qui n'a pour le moment toujours pas de réponse. Alors justement, parlons-en de ce groupe Maneskin qui se défend. Évidemment, le groupe Maneskin qui se défend après avoir été accusé d'avoir pris de la drogue pendant la finale. La France et sa représentante Barbara Pravi ont loupé de peu la première marche du podium à l'Eurovision samedi soir à Rotterdam. À peine victorieux, le groupe italien Maneskin est déjà dans la polémique, après des images montrant un membre du groupe qui semble se pencher pour renifler quelque chose. Bien évidemment, on ne peut pas vous le mettre sur la rédac. Si vous voulez voir ces images que vous avez toutes et tous certainement déjà vues sur Twitter, sur les réseaux sociaux, évidemment, ces images qui portent à confusion, qui sèment le doute, et on va voir plus d'explications avec le HuffPost. Des images y montrent en effet le chanteur du groupe de rock italien Maneskin, Damiano David, se pencher sur une table basse et effectuer un mouvement significatif, comme s'il sniffait un rail de cocaïne, sans toutefois que la moindre substance ne soit visible à l'écran. Un large seau de Brière se trouvant devant lui. Juste à sa droite, on peut aussi voir le batteur du groupe Ethan Torchio qui semble l'avertir d'un geste très bref du bras qu'une caméra le filme, comme on peut le voir sur les images de la vidéo. Lors de la conférence de presse après la finale, Damiano David a été interrogé par un journaliste sur ces images. Thomas Raggi, le guitariste du groupe à sa gauche sur les images, a cassé un verre avec sa jambe. « Je ne prends pas de drogue, ne dites pas ça s'il vous plaît », a-t-il répondu avant qu'une animatrice ne demande au journaliste, juste après et dans un léger moment de confusion, de poser uniquement des questions sur les artistes et la musique. Dans la nuit, vers 2h30, le groupe Maneskin a partagé une story sur son compte Instagram dans laquelle ses membres se défendent face à ces accusations, indiquant qu'ils sont prêts à passer un test anti-drogue. Voici le message qui a été mis en story. Nous sommes vraiment choqués par ce que certains disent à propos de Damiano qui se drogue. Nous sommes vraiment contre les drogues et nous n'avons jamais consommé de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester car nous n'avons rien à cacher. Nous sommes ici pour jouer notre musique et nous sommes très heureux de notre victoire à l'Eurovision et nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien. Le rock'n'roll ne meurt jamais. Nous vous aimons.
Selon la journaliste de Paris Match, Mariana Greppinet, présente à Rotterdam, ces tests va bien avoir lieu sans que l'on sache plus pour le moment. Reste à savoir si ce test était positif et si la prise de drogue par le groupe est avérée. Si Maneskin pourrait être disqualifié, éventuellement au profit de la France. L'Italie qui caracolait en tête des favoris a remporté le concours devant la France, représentée par Barbara Pravi, et la Suisse. Vêtue de cuir et bouillonnant d'énergie, les Italiens ont ravi la victoire à l'issue d'un show garni des paillettes et d'extravagance, à l'issue pleine de suspense. Voilà pour cette actualité Eurovision. Donc on n'a pas d'autres informations pour le moment. Peut-être que ça va arriver d'ici la fin de l'actu. Je vous tiendrai informé. Mais nous retournons en France, plus précisément à Paris, pour parler d'un homme qui est en garde à vue pour un viol filmé par des riverains. Un homme a été placé en garde à vue après le viol d'une femme vendredi soir dans le 19e arrondissement de Paris. Il a été filmé par des riverains du quartier. La place de Stalingrad et ses alentours sont gangrénés par le trafic de crack et les nuisances. Un reportage signé Ouest France. L'homme a été filmé dans la nuit de vendredi à samedi par des habitants du quartier Stalingrad qui ont pris l'habitude de faire des vidéos des nuisances quotidiennes liées au trafic de crack. Sur ces images diffusées sur Twitter, on distingue un homme en train de violer sur la voie publique une femme qui appelle à l'aide. Selon une source policière, les faits se sont produits avenue des Flandres. Alertés peu avant, à 1h du matin par des habitants, des policiers ont interpellé un suspect désigné par la victime, a précisé cette source. Sur une seconde vidéo postée également sur les réseaux sociaux par des riverains, on voit un homme menotté être emmené par les forces de l'ordre. Le suspect a été placé en garde à vue pour viol par personne en état d'ivresse et trafic de stupéfiants, a précisé le parquet. L'enquête a été confiée au 2e district de police judiciaire. Le nord-est de la capitale, notamment la place de Stalingrad et ses alentours, sont gangrénés par le trafic de crack surnommé la drogue du pauvre. Les riverains, excédés par la présence des toxicomanes, ont rebaptisé cette place Stalingrad. Au début du mois de mai, deux nuits de suite, des tirs de mortier d'artifice ont visé des fumeurs de crack. Selon des témoignages de riverains, une enquête a été ouverte pour violence avec arme. Revenons pour parler de Covid-19 avec une reprise épidémique liée au variant anglais cet été, c'est la grande question. Et surtout les scénarios de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur qui a mis à jour ses prévisions concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus pour un été sans nuages. La vigilance reste de mise. Tout de même, des explications signées l'HuffPost. Des éclaircies à l'horizon. Alors que la France a entamé cette semaine la 2e étape de son déconfinement avec notamment les réouvertures des terrasses, des musées, des cinémas et des commerces non essentiels, les perspectives pour la période estivale s'annoncent plutôt encourageantes. Ce samedi 22 mai, dans une mise à jour de ses scénarios publiés sur son site, l'Institut Pasteur se dit confiant face à l'été qui vient. En intégrant à ces données l'accélération de la décroissance de l'épidémie et de la vaccination des dernières semaines, l'Institut estime qu'il ne devrait pas y avoir de reprise importante de l'épidémie liée au variant B117. Qu'est-ce que c'est que c'était ? Le variant dit anglais, devenu ultra majoritaire en France. Il pose néanmoins plusieurs conditions pour que ce scénario optimiste se réalise. Une augmentation de la vaccination et la poursuite de la décrue des infections et hospitalisations jusqu'au 9 juin. Prochaine étape du déconfinement qui comprend entre autres un assouplissement des jauges, du télétravail et un couvre-feu repoussé à 23h. Des perspectives déjà évoquées par le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique. Ce vendredi, si on arrivait à descendre au 15 juin en dessous des 5000 cas à 200 sans hospitalisation par jour, on basculerait vraiment dans une nouvelle ère de l'épidémie. On serait dans un autre schéma qui nous permettrait de passer un été beaucoup plus tranquille. Un autre scénario qui est lui moins optimiste. Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, l'Institut Pasteur se fait l'écho de conditions épidémiologiques nettement moins optimales. Si la décrue s'arrête suite à la 2e étape du calendrier de réouverture le 19 mai et que les taux de transmission repartent à la hausse dès cette date, la situation épidémiologique durant l'été est plus incertaine. Dans ce scénario, un rebond épidémique cet été ne pourrait être exclu. Un rebond qui, dans tous les scénarios, resterait plus petit que la 3e vague, mais dont l'ampleur dépendrait des taux de transmission entre la mi-mai
et la fin juin du rythme de la vaccination, mais aussi d'une possible transmissibilité accrue du variant anglais. Dans les deux cas, l'Institut Pasteur précise que les projections étaient faites avec comme paramètre les conditions de contrôle de l'été 2020. À cette période, les discothèques, entre autres, n'avaient pas rouvert, mais le port du masque n'était pas encore généralisé et les tests de dépistage moins accessibles. Il est probable que les conditions de transmission en mai-juin soient à mi-chemin entre celles de l'hiver et celles de l'été, du fait des facteurs climatiques ou en termes d'interaction sociale. Par ailleurs, aucun des deux scénarios ne prévoit l'émergence d'un variant qui résisterait au vaccin et qui pourrait compliquer la situation. Enfin, l'Institut Pasteur rappelle que de grandes différences peuvent néanmoins subsister entre les régions. Certaines régions, comme l'Île-de-France, ont une proportion plus importante de leur population qui a été infectée, ce qui pourrait en partie les protéger. Juste avant la météo, nous allons partir pour parler d'une affaire qui se passe au Royaume-Uni, évidemment, qui a fait grand bruit, avec la BBC qui s'excuse d'avoir menti à Lady Diana. Et oui, pour obtenir l'interview explosive de 1995, une enquête indépendante menée par l'ex-juge de la Cour suprême, John Dyson, qui a établi que le journaliste Martin Bashir a falsifié des documents pour obtenir l'entretien fracassant de Lady Diana, alors suivi par 23 millions de téléspectateurs. Des explications historiques par Valérie Petit, par LCI. Près d'un quart de siècle après la célèbre interview de Lady Diana, la BBC présente publiquement ses excuses à la famille royale. Le rapport Dyson, publié ce jeudi, dénonce les méthodes trompeuses employées par leur journaliste, Martin Bashir, pour convaincre la princesse de se livrer sans filtre sur son mariage raté avec le prince Charles. Alors, âgé de 32 ans, le journaliste aurait approché le comte Charles Spencer, petit frère et confident de Diana, excitant de faux extraits de comptes bancaires censés prouver que des gens dont l'entourage de la princesse étaient payés pour la surveiller. Un comportement qui constitue une sérieuse violation des principes éditoriaux de la grande chaîne publique britannique. Le fils aîné de Lady Di avait salué le lancement des investigations par l'ex-juge de la Cour suprême John Dyson en novembre dernier. Les employés de la BBC ont raconté de fausses histoires glauques à propos de la famille royale, ce qui a nourri ses peurs et ses paranoïas, a affirmé le prince William ce jeudi. À mon avis, la façon trompeuse avec laquelle l'interview a été obtenue ont considérablement influencé à ce que ma mère a dit et a empiré la relation de mes parents, menant à leur divorce. Mais sa charge la plus lourde, il l'adresse contre les dirigeants de la BBC de l'époque, expliquant « Ce qui m'attriste le plus, c'est que si la BBC avait correctement mené l'enquête après qu'on ait émergé les premières plaintes en 1995, ma mère aurait su qu'elle avait été trompée. Elle a été dupée non seulement par un journaliste voyou, mais aussi par les responsables de la BBC qui ont regardé ailleurs au lieu de poser des questions difficiles. » Outre-Atlantique, son petit frère Harry a également réagi avec plus de force encore. Cette culture de l'exploitation et ses pratiques non éthiques ont fini par lui coûter la vie, assène-t-il en conférence au décès de Lady Diana, moins de 2 ans plus tard, dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, alors qu'elle était traquée par des paparazzis. Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie à son devoir. Elle était résiliente, courageuse et absolument honnête. Lors de cet entretien télévisé le 20 novembre 1995, Lady Di avait notamment affirmé qu'il y avait 3 personnes dans son mariage en raison de la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles, mariée depuis 2005, et reconnaissant entretenir elle-même une liaison extra-conjugale. Voir les problèmes conjugaux de ses parents exposés à plus de 20 millions de téléspectateurs a été un traumatisme dont ils ne se sont jamais remis, explique Marc Roche, spécialiste de la famille royale sur TF1. À propos du prince Harry, qui entretient des rapports orageux avec la presse britannique. Il entendait régler ses comptes avec la BBC le plus vite possible. À l'époque où la presse traquait sans relâche la princesse de Galles, tous les coups étaient permis pour obtenir le cliché qui allait défrayer la chronique. Mais personne ne s'attendait à ce que l'acteur de l'audiovisuel public, payé par le contribuable, utilise les mêmes méthodes de voyous qu'étaient les tabloïds, poursuit l'expert. Face au tollé, le gouvernement de son côté a indiqué qu'il allait examiner la nécessité de réformer la gouvernance de la BBC, dont il questionne le financement par la redevance publique et où il tente de placer des alliés des conservateurs.
J'espère vraiment que la BBC prendra toutes les mesures possibles pour garantir qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais, a ainsi déclaré le Premier ministre, Boris Johnson. L'auteur de l'un des plus grands scoops du XXe siècle, 58 ans, a quitté l'organe de presse officiellement pour des raisons de santé. Quant à l'ancien directeur général Tony Hall, alors directeur de la rédaction au moment des faits, il s'est excusé après la publication du rapport reconnaissant que l'enquête interne menée en 1996 était bien en deçà des standards requis. Il a également reconnu avoir eu tort de donner à Martin Bashir le bénéfice du doute et a démissionné de ses fonctions de président de la National Gallery afin de ne pas entacher la célèbre réputation du musée londonien. Voilà pour ces informations de toutes ces actualités, évidemment de ce dimanche. Vous avez l'habitude comme chaque semaine. On est parti tout de suite pour les prévisions météorologiques de Météo France, avec un temps qui vous attend pour votre journée du lundi 24. Un temps perturbé avec des averses orageuses sur le nord du pays. C'est parti pour la météo. Et la météo, évidemment, de Météo France, comme d'habitude, qui annonce en matinée le ciel qui est couvert du sud-ouest au nord-est. On trouve de faibles pluies sur ces régions, des Alpes à l'est de la Provence, le temps est pluvieux en matinée. Sur la Corse, des averses orageuses se succèdent. Sur un quart nord-ouest, des ondées accompagnées de coups de tonnerre se développent dès la matinée. Elles s'étendent des Pays de Loire à la Lorraine dans l'après-midi. Sur le reste du pays, le temps était globalement nuageux avec des pluies éparses. Le temps reste sec autour du golfe du Lion. Le vent du sud-ouest reste sensible sur la moitié nord. Des rafales entre 50 et 70 km/h sont attendues sur le nord-ouest, voire 80 km/h proche des côtes. Les minimales sont comprises entre 6 et 11 degrés en général, jusqu'à 11 à 15 degrés dans le sud-est. Les maximales restent fraîches, avec 12 à 17 degrés sur la moitié nord, 16 à 23 degrés du sud-ouest au sud-est. Voilà pour cette magnifique météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, vous allez retrouver en hébergement sur la rédac Little Big Well, évidemment pour sa soirée karaoké, comme chaque dimanche, vous en avez l'habitude. Maintenant, sur la rédac, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain. Dès demain 15h pour Steve Live. Nous partirons sur Romsey 2 en Irisbus sur la map express 91.06. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Twitch. À demain!